Voilà. Bon, maintenant, revenons à la France. Pourquoi y aurait-il un problème de financement des retraites? Pourquoi y aurait-il besoin d'une réforme? Essentiellement parce qu'en 1960, pour chaque retraité, il y avait 4 actifs en train de bosser, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 1,7. On le voit assez bien si on regarde l'évolution de la pyramide des âges, et là, on peut aller voir une petite animation de l'INSEE. On voit que le baby boom démarre en 1947 et dure jusqu'en 1974. Forcément, avec une retraite qui se prend autour de 60 ans, ça fait que les baby boomers arrivent en retraite entre 2007 et 2034. Ce qui fait qu'il y a clairement un cap à passer pour financer les retraites des générations concernées. Cela dit, le baby boom est une anomalie statistique due à la guerre. La difficulté de financement est donc temporaire. Cependant, s'ajoute à cela l'augmentation de l'espérance de vie. On peut aller voir un autre graphe de l'INSEE où on constate que l'espérance de vie a carrément augmenté. Entre 1950 et aujourd'hui, on est passé de 69 à 85 ans pour les femmes et de 63 à 79 ans pour les hommes. Donc forcément, il y a une masse de retraités qui vont vivre longtemps. On n'a pas vraiment le choix. Soit il faut bosser plus longtemps, soit il faut baisser les pensions. Alors déjà, non. En fait, il y a déjà eu pas mal de réformes pour résoudre le problème des retraites. On va essayer de résumer tout ça. 4 leviers ont été utilisés. Premièrement, combien de temps faut-il avoir bossé pour partir en retraite avec la pension maximale? On parle de retraite à taux plein. Ce sont les fameux trimestres à valider. Depuis 1972, on était à 150 trimestres, donc 37 ans et demi de carrière. Mais petit à petit, depuis 1993, réforme Balladur-Veil pour le privé, et depuis 2003, réforme Raffarin-Fillon pour le public, ça se décale de génération en génération pour aller vers les 172 trimestres, donc 43 ans de carrière. Alors, 43 ans de carrière au lieu de 37 ans et demi, bac à 18 ans si t'as pas redoublé, disons bac plus 3, ça fait 21 ans au boulot, plus 43, ça nous fait du 64 ans à la retraite au lieu de 58 ans et demi. Bon, ok. Deuxièmement, quel est l'âge de départ en retraite qui permet de débloquer la pension à taux plein? Quel est l'âge de suppression de la décote en cas de carrière complète? Attends, c'est quoi ce bordel là? C'est le nombre de trimestres validés qui permet de débloquer la pension maximale ou l'âge de départ? Les deux. Il faut valider tous ces trimestres et atteindre l'âge de suppression de la décote pour débloquer le taux plein. Avant 87, cet âge était de 65 ans. Il passe à 60 ans sous Mitterrand, en pleine cohabitation, réforme Chirac-Séguin, ce qui permet à ceux qui ont commencé à bosser très tôt de partir dès 60 ans et sans décote. Et depuis 2010, réforme Fillon-Wörth, l'âge est passé à 62 ans. Tiens, c'est marrant que ce soit un gouvernement de droite qui a avancé l'âge de départ à 60 ans. Ouais, mais alors justement, tu vas voir qu'il n'a pas fait que ça, ce gouvernement. Troisièmement, quel est l'âge légal de départ en retraite? Non mais attends, mec, on vient d'en parler là de l'âge légal, c'est 62 ans depuis 2010. Non, 62 ans, c'est l'âge de départ sans décote si et seulement si tous les trimestres sont validés. L'âge légal, c'est l'âge à partir duquel, même si les trimestres ne sont pas validés, tu peux partir en retraite sans décote, donc à taux plein, pension maximale. Avant 87, l'âge légal et l'âge sans décote étaient le même, 65 ans. À partir de 87, on est passé à 60-65 ans. Et depuis 2010, c'est 62-67 ans. Ah ok, putain, mais j'avais aucune idée que ça marchait comme ça. Quatrièmement, comment est calculée la pension? Alors là, il y a 3 leviers dans le levier. Ok, allez, c'est bon, je me réveille. Numéro 1, avant la réforme Balladur-Veil de 93, dans le secteur privé, on regardait les 10 meilleures années de salaire pour définir le niveau de la pension. Après 93, on s'est mis à regarder les 25 meilleures années. Forcément, ça fait baisser le niveau des pensions. Dans le privé seulement. Sous-entendu, dans le public, c'est pas pareil. Ouais, parce que dans le public, ce sont les 6 derniers mois de salaire qui servent de référence. Ah ouais, grosse différence du coup. Il y a une raison précise à cela, mais on va y revenir plus tard quand on va parler d'idéologie. Numéro 2, réforme Chirac-Séguin de 87 et Balladur-Veil de 93, on indexe désormais les pensions sur les prix et pas sur les salaires. Ici, un petit exemple pour bien comprendre. Imagine que ta carrière ressemble à ça. L'évolution de ton salaire au cours du temps dépend de 3 choses. Ton métier, tes responsabilités, ton ancienneté, etc. Mais aussi de l'évolution des salaires d'une manière générale. Plus les salaires montent, plus ton entreprise va avoir tendance à faire grimper le tien. Et puis aussi de la hausse des prix. On va faire évoluer les salaires en fonction de l'inflation. Mettons que le niveau de ta pension soit défini en fonction de la meilleure année de salaire, c'est plus simple. C'est laquelle cette meilleure année-là? C'est le plus haut des salaires, le 3e en partant de la fin. Ça dépend. On pourrait aussi dire que la meilleure année correspond plutôt au plus gros écart entre le salaire moyen et le salaire perçu, ou alors au plus gros écart avec le niveau des prix. Ah ouais, ok, genre on détermine la meilleure année par rapport à une situation économique donnée. Voilà. Donc si on dit que c'est par rapport au salaire moyen que c'est calculé, la meilleure année se trouve ici. Mais on ne peut pas en rester là. Maintenant, il faut prendre cet écart et le faire correspondre au salaire moyen actuel, ce qui permet d'obtenir le niveau de la meilleure année de salaire, qui sert de référence pour fixer la pension.
Maintenant, si on se place du point de vue de ta vie de retraité qui démarre, le salaire moyen et les prix vont continuer d'évoluer au cours du temps. Il va donc se poser une autre question. Comment ce montant de pension qu'on vient de déterminer va-t-il être revalorisé au fil du temps? Doit-on faire évoluer le montant des pensions en fonction des prix ou des salaires? Avant les différentes réformes de 87, 93 et 2003, on indexait tout sur les salaires. On déterminait les meilleures années de salaire en fonction de l'évolution générale des salaires, et ensuite, une fois les pensions fixées, on les faisait évoluer aussi en fonction de l'évolution des salaires. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les meilleures années sont évaluées par rapport à l'évolution des prix. Réforme Chirac-Séguin de 87. Et les pensions sont réévaluées aussi en fonction de l'évolution des prix. Réforme Balladur-Veil de 93 pour le privé et réforme Raffarin-Fillon de 2003 pour le public. Ok, et donc, et alors? Alors, voilà comment a évolué le SMIC par rapport au prix en France depuis 1977. Le SMIC est juste une référence parmi d'autres, mais d'une manière générale, les salaires grimpent plus vite que les prix. Donc dès que tu bases tes calculs de détermination des meilleures années ou de réévaluation des pensions sur les prix plutôt que les salaires, Tu fais baisser et le montant des pensions et la vitesse à laquelle elles s'apprécient dans le temps. Ah, les bâtards. donc, de 150 à 172 trimestres à valider pour éviter la décote. Un âge de départ sans décote qui passe de 60 à 62 ans. Un âge légal qui passe de 65 à 67 ans. Un niveau de pension basé sur, au lieu des 10 meilleures années, les 25 meilleures années. Ces meilleures années définies en fonction de l'évolution des prix au lieu de celle des salaires. Et la réévaluation des pensions également basée sur l'évolution des prix au lieu des salaires. Tout cela a largement contribué à résoudre le problème des retraites. Bon, les guillemets partout, là, c'est chiant, là. Quoi, y a pas de problème de financement, en vrai? Alors, déjà, on peut regarder les scénarios du COR, le Conseil d'orientation des retraites. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'avec toutes les réformes déjà mises en place, les revenus des retraités vont évoluer pour représenter entre 14 et 12% du PIB en fonction de la manière dont le PIB se comporte. Ok, donc laisse-moi interpréter ce graphe. Si on tourne à 1% de croissance du PIB par an en moyenne, l'ensemble des pensions des retraités correspondra à un peu moins de 14% du PIB en 2070. Si par contre on fait du 1,8% de croissance, ouais, j'y crois moyen, on tombe à 12% du PIB d'ici 2070. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si on fait moins de 1% de croissance? Eh bien, les pensions représentent plus que 14% du PIB. Et ben voilà, bon, c'est pas aussi dramatique que ce que j'avais en tête, mais on y est. Si on fait moins que du 1% de croissance, on va dépasser les 14% du PIB pour les retraites. Et du coup, eh ben on va avoir un problème de financement. Et donc la seule solution, c'est soit encore une augmentation de l'âge de départ, soit encore plus de réduction des pensions. Eh ben non, justement. On pourrait aussi choisir, si jamais il y a un souci, d'augmenter les impôts, taxes et cotisations. Toutes les réformes depuis 87 n'avaient pas nécessairement besoin de se concentrer sur la baisse du coût des retraites. Ah ouais, plus de cotisations. Mais ça va pas être possible, ça. Pourquoi? Les retraites sont des revenus qui permettent des dépenses, donc de la consommation, donc un marché à fournir pour des entreprises qui emploient du monde. Aujourd'hui, les retraites représentent 14% du PIB français. Personne n'a dit qu'elles ne pourraient pas représenter plus que ça. Il n'y a aucune raison d'envisager le scénario du moins de 1% de croissance comme quelque chose qui induit une dépense de retraite trop importante, plutôt que comme un manque de financement. On fait ce qu'on veut. Plus de revenus pour les retraités, si ça ne fait pas grimper le taux d'épargne, ça veut dire plus de consommation de leur part. Donc plus de revenus pour les entreprises qui ont les retraités comme clients. Ok, mais les gens vont pas accepter d'être taxés. Alors, pour répondre à ça, il faut s'intéresser à la manière dont sont financées les retraites. Et c'est justement le sujet de la prochaine partie.